donc ce que j'essaye j'essaie de revenir sur l'intimidation et j'essaie de revenir sur les façons dont la propagande islamiste contemporaine essaye de s'insérer en Occident et de pénétrer en Occident. Alors, je pense qu'Amine a beaucoup de choses à dire que je ne connais pas, mais moi, je suis parti de ce que je vois. Et j'ai bien compris qu'il y a des choses que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons pas. Alors, d'abord, les origines de la propagande islamiste contemporaine, les mots-clés de la propagande islamiste et la pénétration aux États-Unis et en Europe. Alors, je précise que je n'emploie pas le mot islamisme, ça vient d'être dit, mais que j'emploie le mot islamiste parce que ça désigne les adeptes de ce qu'on appelle l'idéologie de l'islam politique. Et j'ai bien compris que peut-être qu'il n'y a pas de différence à faire d'après ce que Amine vient de dire. Mais quand même, pour qu'on puisse se parler, il y a des gens qui travaillent activement à la mise en place de, ce- cet islam. D'accord. Voilà. Donc, au niveau de la propagande islamiste contemporaine, surtout la propagande, celui qui est considéré comme le grand Manitou en ce domaine, c'est Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, nazi arabe connu, agitateur, et il a ajouté à la dimitude le nazisme. Alors, je me demande s'il y a encore quelque chose qu'on peut ajouter en fonction de ce que Amin vient de nous dire. Mais bon, son premier document, celui qu'il a publié en 1937, qui a ensuite été republié par les nazis, c'est une dizaine de pages, Islam et judaïsme, qui rassemble tout ce que le et les hadiths ont contre les juifs, qui extrapole souvent pour montrer qu'en fait, c'est pas le prophète qui a, euh, qui a attaqué les juifs à Médine, mais ce sont les juifs qui l'ont attaqué. Les juifs ont toujours été les ennemis les plus acharnés de l'islam et que la Palestine est depuis des siècles une terre arabe, elle doit toujours le rester. Ce même Amin al-Husseini avait la direction de Radio Berlin en langue arabe donc pendant la Shoah. Et en 1944, j'ai retrouvé quelques propos parmi des milliers d'autres. Tuer les Juifs partout où vous les trouvez, cela plaît à Dieu. Donc il ne s'agit pas seulement du combat palestinien. Ce n'est pas seulement un combat contre les Juifs et les Arabes de Palestine, c'est aussi un combat contre tous les Juifs et 70 millions d'Arabes et 400 millions de musulmans. C'était les chiffres à l'époque en 1944. Alors, il ne s'agit donc pas d'un nationalisme palestinien, mais Taguieff emploie le mot de panislamisme, c'est-à-dire que sur une terre qu'ils ont conquise et colonisée, les djihadistes ne laissent aucune chance aux autochtones de récupérer leur propre terre et d'y vivre librement. Ça s'applique en ce moment même à la Palestine, puisque les Juifs sont des autochtones, pas les seuls, mais sont des autochtones de la Palestine, d'Israël. Et donc, il n'est pas question qu'ils puissent récupérer leur terre qui a été conquise par le djihad. Les thèmes anti-juifs d'Al-Husseini ont été repris par les frères musulmans, les islamistes, Ben Laden, Daesh, partout. Et ils sont une banalité dans les pays musulmans. Alors je voudrais vous citer un épisode amusant du procès de Georges Bensoussan. Euh, la sociologue Nassira Ghenif euh, est intervenue au procès de Georges Bensoussan pour dire que l'insulte espèce de juif, mes excuses, qui est dite en arabe au Maroc, eh bien, pour elle, c'est pas une insulte, c'est le langage courant. En fait, elle intervenait contre Georges Bensoussan, mais en fait, cet argument-là a été finalement très utile pour pour le tribunal pour comprendre que je disais que ce que disait Georges Bensoussan était justifié. Alors, je précise, mais Amine l'a déjà dit, ce que dit Matthias Kunzel, le sociologue allemand, que l'antisémitisme est la cause du conflit israélo-palestinien et pas sa conséquence. Les récents massacres, c'est ce que dit Matthias Kunzel, les récents massacres n'ont rien à voir avec des actes commis par des Juifs ou des Israéliens, il visait au contraire à torpiller les efforts faits par Israël pour se rapprocher du monde arabe et apporter une plus grande prospérité à la bande de Gaza. Ça, c'est quelques jours après le 7 octobre. Donc les mots-clés de la propagande islamiste contemporaine, je commence par employer un contre-argument.
qui est qui a été donné par un comité de Noirs luttant pour les droits civiques, animé essentiellement par les deux personnes que vous voyez en haut à droite. Rosa Parks, dont on ne sait pas on sait que elle est appelée la mère des droits civiques, la petite mère parce que c'est la photo, elle est dans un bus dans cette photo, et elle avait refusé de céder sa place à un blanc. Et elle est très connue pour cela, mais ce que tout le monde ignore, voire occulte, c'est qu'elle a été une militante pro-sioniste très déterminée, aux côtés de Bayard Rustin, qui a cofondé le Black American Supporting Israel Committee, BASIC, et qui a publié une page entière dans le New York Times en 1975, co-signée par 200 personnalités américaines. Et cette phrase que je trouve très belle répond en fait d'avance aux objections que vous allez voir qui viennent de personnalités musulmanes. Le sionisme nous est... Bon, il l'a Mhm. coupé, ça fait rien. Le sionisme n'est pas du racisme, mais l'expression légitime du peuple juif pour son autodétermination, de nos 400 ans d'oppression par l'esclavage, la ségrégation et la discrimination. Nous savons que le sionisme n'est pas du racisme. C'était au moment de la résolution de l'ONU, sionisme, assimilant sionisme et racisme. Voilà. Donc, alors, les mots-clés de la propagande islamiste contemporaine. Alors, colonialisme, donc c'était déjà apparu avant même l'indépendance d'Israël en 1948, mais là où c'est rentré vraiment dans l'histoire, c'est avril 1955, à la conférence internationale de Bandung, le même Amin al-Husseini est intervenu en tant que représentant du Yémen où il n'avait jamais mis les pieds. Et il a décrit pour les participants qui étaient des représentants d'États récemment décolonisés, il leur a expliqué quelles étaient les véritables intentions des sionistes, selon lui. Ils veulent inclure dans leur État tous les pays compris entre le Nil et l'Euphrate, la Jordanie, la Syrie, le Liban, le Sinaï, le delta du Nil, l'Irak et le Nord Hedjaz, et la fameuse ville sainte de Médine. Le Monde qui a couvert cette conférence internationale rapportait quelques jours après que la seule résolution qui a fait l'unanimité de cette assemblée était une résolution condamnant Israël et le colonialisme d'Israël. C'était la première d'une résolution dans des conférences internationales, la première dans une longue série, et ce mensonge est resté accolé à Israël. Alors, les mots-clés pour la propagande, l'URSS a joué une grande partition là-dedans et d'ailleurs a contribué pendant 40 ans à la propagande islamiste. C'était dans la guerre froide. L'URSS voulait s'attirer les faveurs du monde arabe face aux États-Unis. Et tout de suite après la conférence de Bandung dont je viens de parler, l'URSS a relancé, Khrouchtchev a relancé la campagne anti-impérialiste et anti-israélienne qui avait été initiée par Staline en 1952. Vous avez en mémoire le complot des blouses blanches, c'était à cette époque-là. Ça a cessé un moment et après la mort de Staline et ça a été repris par Khrouchtchev. Alors, l'accusation de génocide, euh, quelques jours après le 7 octobre, Mahmoud Abbas, qui a fait ses études à Moscou, donc c'est pas indifférent qui a l'influence de l'URSS, lui, il dénonçait déjà un génocide et un nettoyage ethnique à Gaza. Donc, vous vous rendez compte, on était le 24 octobre, 10 jours après le 7 octobre, et lui, il dénonçait le génocide. Évidemment, ça a été repris par le Hamas et ses proxys comme la France insoumise actuellement et l'extrême gauche que l'on voit actuellement. Alors maintenant, je vais parler de la propagande islamiste aux USA et dans les universités. Et le monsieur que vous avez en haut à droite, je ne sais pas si tout le monde voit, c'est Robert Brock. C'est un noir qui est défini sur Internet comme un suprémaciste noir. Et il a écrit un petit bouquin dont j'ai oublié le titre, mais qui explique comment les Juifs été, euh, se sont occupés d'acheminer les esclaves africains en Amérique pour les rendre à l'esclavage. Il était tellement anti-juif qu'il a même pu assister il est un des rares noirs qui ont pu assister à des réunions du Ku Klux Klan. Et je ne sais pas s'il y en a, il y a encore un film sur un autre noir, mais vous vous rendez compte que c'est exceptionnel. Alors,
je vais dire aussi un mot du financement des universités américaines. Et là, il y a un gros rapport qui vient de paraître, qui est le rapport de Mitchell Bard, qui est paru donc au mois de mai. Et vous pouvez y lire, je recommande sa lecture. C'est sur le site Jewish Virtual Library. Les collèges et universités américains ont reçu 13 millions de dollars, essentiellement du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis. Le problème, c'est que les critères de ces pays donateurs ne sont pas forcément les critères des États-Unis et que les gens qui sont formés dans ces universités sont des futurs décideurs et qui ne vont peut-être, qui vont être influencés par la propagande islamiste et risquent d'influencer à leur tour la future politique américaine. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement et qui arrive. C'est ce qui se passe on voit que nombre d'enseignants, nombre de- de- d'intellectuels et d'universitaires sont influencés. Alors, les États arabes sont avant tout motivés par des instituts d'études islamiques pour améliorer leur image. Mais l'auteur de ce rapport pointe le fait qu'il y a un manque de transparence et des dérapages. Alors, j'ai cherché des dérapages dans la diapo suivante. J'en ai trouvé deux. Diapo suivante, s'il te plaît. Le premier, c'est à l'université de Vassar, dans le département des Africana Studies. Et je vous le signale, les Noirs sont ciblés par la propagande euh, anti-juive aux États-Unis. Et d'ailleurs, je viens de recevoir tout à l'heure un message que j'ai rediffusé de IPSI. IPSI qui est un- une nouvelle version du comité basique BASIC dont je parlais tout à l'heure, avec Rosa Parks et Bayard Rustin. Et là, ce site américain, qui est, je pense, essentiellement un site chrétien, dénonce Black Lives Matter, qui colporte très activement l'antisémitisme et notamment l'antisémitisme islamique et ce que racontait tout à l'heure Amine. Alors, en 2016, là, c'est quand même un- un summum, dans un cours d'une dénommée Jasbir Puar, vous voyez sa photo en haut, elle est professeure du genre et du queer à l'université de Rutgers et elle accusait Israël de ne pas tuer les Palestiniens simplement parce que ça leur permettait de prélever des organes sur eux pour faire à des fins de recherche ou peut-être des fins commerciales. Et elle a publié un livre en 2017. Un autre exemple, ça c'est pas, je l'ai trouvé nulle part, mais j'ai fait un rapprochement parce que dans l'université de Berkeley, qui était la première à être financée, et notamment par l'Arabie Saoudite, c'est dès la fin des années 90, euh, à l'université de Berkeley, on trouve Judith Butler, qui déjà en 2006 disait qu'il fallait comprendre le Hamas et le Hezbollah comme faisant partie d'une gauche mondiale. Euh, et elle, elle est spécialiste du genre, mais elle a des opinions très tranchées. Alors, je ne sais pas si elle a si elle a eu bénéficié de financement de financement arabe, j'en sais rien. Mais dans la même université est apparu Students for Justice in Palestine, qui sont ceux qui ont animé les petites veillées à Sciences Po. Et donc en 2001, ça a été créé dans le même Berkeley, et ça revendique aujourd'hui des branches dans 300 campus américains, campus universitaires américains. Et évidemment, les militants de cette association ne sont pas toujours des étudiants, il y a des professionnels de l'agitation. Diapo suivante, s'il te plaît. Ah, voilà. Alors, Students for Justice in Palestine veut mettre fin à l'occupation et à la colonisation par Israël. Donc, on a vu ce que c'était la colonisation, mais de toutes les terres arabes. Et je pense que après ce qu'a dit Amin, on est d'accord pour comprendre le mot les terres arabes. Non pas que Israël a volé des terres arabes, mais ils étaient des autochtones. Ils ont été, la Palestine a été colonisée pendant 14 siècles par différents empires arabo-musulmans. Et les Juifs se sont décolonisés en 1947. Et, c'est cette décolonisation qu'on leur reproche, c'est ça qu'on appelle colonisation. Il faut comprendre le terme à l'envers. Les Juifs colonisent, en fait, ça veut dire qu'ils ont eu le culot de se décoloniser. euh,
d'une occupation islamique. On retrouve ça dans la charte du Hamas, c'est très clair aussi. Et ceux qui considèrent le Hamas comme un mouvement de résistance sont complices d'une propagande inspirée par Al-Husseini ou abusés par cette propagande. Je leur laisse le bénéfice du doute. Alors là, on parlait aussi de que faire de la Palestine libérée. J'ai trouvé cet article qui est paru le lendemain du match de football à Amsterdam. Euh, et c'est une chaîne Lebanon On, c'est toujours Memri qui publie ce genre de choses. Et on lui demande à quoi ressemblera la libération de la Palestine. L'interviewé, c'est un universitaire, euh, c'est pas une grande personnalité. Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des sionistes? Alors est-ce qu'on va les autoriser à fuir? Est-ce qu'on va les tuer? Est-ce qu'on va les expulser vers l'Europe? Et il dit, je pense que ce qui s'est passé aux Pays-Bas, le match Israël-Pays-Bas la veille, a montré aux Européens à quoi ressemblera la présence des Israéliens en Europe. Et par conséquent, il est préférable pour nous et pour eux, les Européens, d'en finir avec ça. Ça étant les Israéliens. Donc, quand on dit la Palestine de la rivière à la mer, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour la pénétration de la propagande islamiste aux USA et en Europe, il y a donc un lobbying islamiste. Et en France, c'est le Parti des indigènes de la République. Euh, euh, on peut leur donner ce titre de grand mouvement de lobbying. Alors, ils se sont donné en 2005 l'objet de lutter contre toutes les discriminations de race, de sexe, de religion ou d'origine. Alors, j'ai cité, je l'ai pas reproduite ici, mais j'ai une citation de Ben Laden qui a appris lui aussi à parler le langage des socialistes. Alors, je vous la redonne. Euh, il n'y a aucun mal si les intérêts du musulman coïncident avec ceux des socialistes. Il n'y a aucun mal de nous rallier à eux dans la lutte contre les croisés, bien que nous sachions que ce sont des infidèles. Ça, c'est Ben Laden en 2003. Euh, le- une autre citation d'une personne de Al-Qaïda. Lorsque nous menons le djihad dans le sentier d'Allah, nous ne le faisons pas, pardon, nous ne le faisons pas pour lever l'oppression des seuls musulmans, mais pour lever l'oppression de toute l'humanité. Alors, lever l'oppression de toute l'humanité, pour ces gens-là, c'est la ramener dans le sentier d'Allah et la convertir à l'islam. Malgré tout, ce langage où on emploie les mots impérialisme ont été entendus, et l'un des premiers en Europe à avoir entendu ce discours, c'est Chris Harman, d'un parti socialiste anglais, qui dès 1994 faisait remarquer que les mouvements islamistes ont repris des slogans et des actions anti-impérialistes. Et donc, il prenait un rapprochement, on lui doit cette fameuse formule, avec les islamistes parfois, avec le gouvernement jamais. Donc, voilà. Donc il y a des mouvements de lobbying et le parti le parti des indigènes de la République, comme il s'intitule, euh, a eu un discours, la France a été un État colonial, la France reste un État colonial. Et je reprends quelques passages, le, la loi anti-foulard est une loi d'exception aux relents coloniaux. On refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas français. La liberté de circulation est déniée. Les Maghrébins et les Africains qui veulent rentrer en France doivent le faire illégalement, au péril de leur vie. Voilà. Et voilà donc ce parti des indigènes de la République. Et il a rallié une bonne partie de la gauche. Et en 2020-2021, donc 15 ans après sa fondation, Ouria Boutelja, son animatrice, parlait de Mélenchon comme son grand butin de guerre. C'était une espèce de laïcard de dingue qui dit des choses aujourd'hui qu'il n'avait jamais dites, qu'il n'aurait jamais dites il y a 15 ans. Donc, c'est vraiment une structure de lobbying islamiste et donc qui a mélangé le vocabulaire socialiste et le vocabulaire islamiste, et toujours des mots à double sens, comme je vous montrais dans les expressions que j'ai citées de Ben Laden.
évidemment, c'est un mouvement qui est résolument anti-israélien. On doit à Boutedja la fameuse phrase, on ne peut pas être anti-israélien innocemment. Et elle fait des conférences dans le monde entier, pas seulement en France ou en Europe, mais elle va aux États-Unis. Elle va avec Judith Butler ou Enrique Dussel. Alors Enrique Dussel, justement, Enrique Dussel, ça fait partie des intellectuels que j'ai notés qui ont crédibilisé en France, en Europe et dans tout l'Occident les thèmes de la propagande islamiste. Enrique Dussel, c'est l'un des philosophes de la libération, militant décolonial, il vient de décéder il y a quelques mois, et pour lui, la Shoah n'était qu'un conflit entre capitalistes européens, mais pour lui, 1492, pour vous, ça a peut-être une certaine signification. Pour lui, 1492, c'est surtout l'Espagne qui met fin à la grande civilisation arabe andalouse. Et le dernier sultan est expulsé d'Espagne en 1492. D'autres personnes, Maxime Rodinson, un stalinien antisioniste, Henri Laurence, qui est un professeur au Collège de France. Alors, j'ai été très étonné. Il est très souvent cité comme référence sur le conflit israélo-palestinien, mais j'ai trouvé un article extrêmement inquiétant qu'il minimise dans un article de l'encyclopédie de Benjamin Stora et d'Abdel Wahab Medeb. Il minimise, mais terriblement, le racisme de Al-Husseini. Al-Husseini est présenté presque comme un gentil monsieur, mais tout le côté nazi est effacé. Il faut aussi parler de Hassan Iqiyoussen. C'est pas un auteur à succès, mais il a fait des vidéos il y a 2 ans, c'était 24 millions de vues, donc il faut le citer. Il expliquait que les vraies victimes de la Shoah, ce sont les Arabes palestiniens, que les Juifs n'ont aucun lien avec Israël, qu'ils sont arrivés là en 1947 parce que l'Europe ne savait pas quoi faire d'eux, etc., etc. Et je veux juste en ajouter un, tu peux laisser, pas la peine de revenir en arrière. C'est Andreas Malm, tout récemment, qui est un des chouchous de la France insoumise. C'est le grand spécialiste du réchauffement climatique. Et il a trouvé que Israël est responsable du réchauffement climatique. Donc vous voyez, le genre comme ça vole haut des fois. Alors, la pénétration de la propagande islamiste, on la doit au, au mouvement anticapitaliste et notamment au mouvement décoloniaux. Alors, je fais un bref rappel. Les décoloniaux dénoncent le capitalisme développé par les Blancs européens et américains, qui ont persécuté, réduit en esclavage, etc., les peuples non blancs. Et il dénonce aussi le racisme des Blancs qui perdure aujourd'hui, même après la décolonisation. C'est ce que j'ai vu, je vous citais pour le Parti des indigènes de la République. La France euh, est un peuple colonial et reste un peuple colonial. Alors, il y a deux trous dans la raquette pour moi dans ce mouvement décolonial. Comment classer les Juifs et comment classer les Arabes? Ils sont blancs, les deux sont blancs, enfin, il y a des Juifs noirs aussi, bien sûr. Mais Robin DiAngelo, qui est l'auteur de, de la Critical Race Theory et puis de l'intersectionnalité, elle dit qu'au départ, les immigrants juifs ou asiatiques, hein, les deux, ils n'étaient pas blancs, ils étaient sans doute victimes de racisme, c'est ce qu'elle veut dire, mais tout se mélange, mais ils sont devenus blancs lorsqu'ils se sont assimilés à la culture dominante, obtenant ainsi des droits et des privilèges refusés aux non-blancs. Alors, vous voyez le, le phénomène, il s'agit en fait de justifier qu'on ne considère pas les Juifs comme des victimes, mais il y a tout un combat pour une lutte, une compétition victimaire. Et, Voilà. Effectivement, et tout- excuse-moi, mais là, le blanc, ça signifie celui qui, le dominant, Oui, indépendamment de la couleur de peau, oui, finalement. C'est oui. ça. mais, bien sûr, mais Ouais, on joue sur l'ambiguïté ouais, dans ouais, cette dégoûté. phrase-là. Par contre, quand il s'agit des Arabes qui sont aussi blancs, les décoloniaux ne s'intéressent pas à la traite arabe, 17 millions de victimes. On pourrait parler de Christiane Taubira. Les décoloniaux ne s'intéressent pas aux coloniaux arabes. L'Algérie, les colonies arabes actuellement, l'Algérie, quand la France est partie d'Algérie en 1962, en fait, elle a rendu l'Algérie à ses précédents colonisateurs, les Arabes. Mais il y a le problème des Kabyles, voilà. Et le principal colonialisme
dénoncer actuellement, c'est le colonialisme israélien. Diapo suivante. Alors j'en viens à des exemples de conséquences, et là, vous trouverez sur notre site un article de Martine Gnassia le 23 novembre 2024, il y a quelques jours, le collectif Nous Toutes a refusé de défiler à côté d'un collectif Nous Vivrons qui protestait aussi contre les violences faites par le Hamas aux femmes israéliennes. Et leur raison, la raison avancée par Nous Toutes, était de dire qu'en fait, elles sont antiracistes et décoloniales et que pour cela, elles ne s'intéressaient pas aux violences faites aux Juifs. Vous pouvez chercher la logique là-dedans, mais la photo vous montre ce cortège, un très gros cortège de femmes qui manifestaient euh, pour les victimes du 7 octobre, mais qui étaient isolées du cortège de nous toutes et encadrées très encadrées par la police. Sinon, les nervis de Urgence Palestine les auraient encore agressées physiquement. Dernière diapo, et puis je passe aux conclusions. Voilà. Les premières conclusions sont, qu'est-ce qu'on trouve? Les élèves juifs harcelés dans les écoles. Vous connaissez le viol de Courbevoie d'une élève en juin 2024. Les enseignants harcelés, tués. On est en plein dans le procès de Samuel Paty. Les musulmans apostats ou ceux qui refusent l'islam radical menacés de mort. Les églises vandalisées, les prêtres agressés, non-respect des autres religions. Les écoles et maintenant les universités paralysées. La presse qui n'ose pas dénoncer les crimes islamistes par crainte d'être accusée d'islamophobie, indifférence, une étrange indifférence au génocide des chrétiens lorsque ce sont des musulmans qui commettent ce génocide, notamment au Nigeria actuellement. Et une partie de la classe politique adopte les narratifs de la victimisation islamiste. Une autre partie de la classe politique ne trouve pas de repères et peut-être que c'est encore un problème sur lequel nous pouvons intervenir. Ma deuxième partie des conclusions, c'est que les islamistes, il faut le faire savoir, ce sont des suprémacistes, ils veulent imposer l'islam à la planète, intégristes, totalitaires et intolérants. Leur objectif est de rétablir la dimitude, donc asservir tous les non-musulmans, juifs et chrétiens notamment, la dimitude qui est aggravée depuis un siècle par le nazisme qui veut tuer tous les juifs, tous les juifs de la planète. Alors, Amine me dira si c'est vraiment aggravé par le nazisme ou si c'est simplement compatible avec le nazisme. Ce qui me paraît important, c'est que les dirigeants des pays arabo-musulmans soutiennent des individus ou des organisations qui, en Europe, accaparent la parole des musulmans qui voudraient avoir une autre parole ou qui diffusent une propagande haineuse au service du djihad mondial. Alors ça sera certainement à discuter. Mais pour défendre la démocratie, les gouvernements européens répriment les réseaux djihadistes et séparatistes. Et il y a eu un article justement de Razika Adnani dans Le Point il y a quelques jours pour dire qu'il ne s'agit pas de lutter contre les seuls frères musulmans, mais il faut maintenant dénoncer et combattre l'idéologie et la propagande des islamistes, notamment dans des actions contre le djihadisme, et je dirais des actions qui soient concertées au niveau international. Pour le moment, malheureusement, la France joue un peu une partition très différente d'autres pays, notamment d'Israël ou des États-Unis. Voilà, je vous remercie et puis je rends la parole à... Merci. Merci beaucoup, Alexandre Fejalman. Et Bob, on a encore, disons, une bonne demi-heure, donc on va avoir le temps de reprendre certains thèmes. Peut-être que c'est le moment quand même pour Martine Gnassia de nous donner une petite synthèse, quelques pistes de réflexion et de questions.